Alors, première chose, il faut savoir qu'en 1909, en France, le ministre de la Guerre achète 5 premiers appareils après la semaine de Champagne, à côté de Reims, à la fin du printemps, qui a été donc une semaine où les premiers fabricants, constructeurs d'avions montraient leurs appareils. Eh bien, ça a tellement frappé parce que ça a été relayé dans les journaux, bien sûr, jusque en Afrique du Nord, que deux jeunes hommes qui vivaient en Algérie ont été frappés par cet exemple et ont voulu aussi se lancer dans l'aviation. Et donc ces deux jeunes Algériens, l'un qui s'appelle René Métro et Jean Serviès, qui vont acheter l'un un appareil en France qu'il va ramener et il va apprendre tout seul à piloter. Et il va ensuite obtenir, parce que ça se donnait très facilement, son brevet de pilote de l'Aéroclub de France. En tout cas, il va passer les épreuves. Et puis, ils vont ouvrir l'un et l'autre une école, l'un à Blida et l'autre à Oran. Mais quelques années plus tard, en tout cas 2 ans plus tard, les aviateurs militaires, je ne sais plus, c'est Oran où j'ai dû me tromper, je vais vérifier, parce que je ne sais plus. Vous avez raison, j'ai dû me tromper. Je vous redirai après. 2 années plus tard, les aviateurs militaires, eux, partent en Afrique du Nord. Ils partent pour 2 raisons différentes. Les uns, en Algérie et à Tunis, pour, sous la pression de la Ligue nationale aéronautique, mettre en place, on y pense déjà à l'époque, un service postal, et puis donc pour relier plus rapidement, apporter le courrier. Les tentatives se feront aussi un petit peu en France avant la guerre, mais surtout pour explorer déjà les zones sahariennes, ou en tout cas reconnaître des parcours possibles, des pistes autres et nouvelles. Dans le même temps, donc ça c'est en 1912, et une première escadrille va s'installer à Biskra. Et puis la même année, là c'est pour une raison totalement différente, une escadrille est demandée au Maroc, et là elle est demandée et voulue par le général Lyautey, qui estime que l'aviation peut rendre de grands services en suivant les troupes et en opérant tout simplement des reconnaissances à vue. C'était le rôle des aviateurs à l'époque. Et c'est l'un des lieutenants de cette unité, qui s'appelle le lieutenant Lamorlaye, qui a le premier l'idée d'employer des petites bombes à main suédoises qui s'appelaient les bombes à Seine, qu'il a commandées et qui ont servi pour bombarder donc ces populations qui étaient en révolte. Alors là, ce n'était pas tant pour bombarder les populations elles-mêmes que lâcher des bombes au-dessus des troupeaux. Parce que l'on sait qu'un chef n'a d'autorité que s'il a un troupeau important. Donc le but était plutôt psychologique, parce que c'était des petites bombes à main qui ne faisaient pas grand mal à l'époque, en 1912, mais qui ont joué un rôle certain. Alors, photo suivante, celle-ci est un petit peu plus tardive, elle date de la guerre du Rif. C'est une des rares photos où j'ai pu trouver donc, le maréchal Lyautey, à côté de l'un des appareils qui est un Breguet 14, appareil qui va être utilisé jusqu'au milieu des années 20 dans ces zones d'Afrique du Nord. Et ceci pour vous montrer le rôle et rappeler le rôle très important que Lyautey joue en termes d'aviation. Il va défendre les aviateurs. C'est lui qui va pousser justement au rôle des aviateurs pour la reconnaissance photo, bien entendu, pour l'exploration de toutes ces zones. Et après-guerre, c'est lui qui va aider Pierre-Georges Latécoère à mettre en place les premières lignes d'aviation commerciale et les lignes postales. Donc, petit rappel du maréchal Lyautey, dont on ignore peut-être trop souvent ce rôle de père de l'aviation qu'il a tenu en Afrique du Nord, que ce soit au Maroc, mais aussi pour l'Algérie et la Tunisie. Alors, lorsque la guerre s'achève, je passe à une seconde période, c'est vrai que ces unités que j'ai évoquées vont quitter le territoire. Elles vont être rappelées à partir de 1917 parce qu'il y a des troubles dans la zone du Sahara. Mais lorsque la guerre s'achève, eh bien, on va penser à d'autres missions pour donc cette aéronautique militaire
coloniale. Et paraît au journal officiel, donc en janvier 1920, un texte, un décret qui définit des missions nouvelles pour l'aéronautique militaire. Bien entendu, on rappelle que les missions que j'ai évoquées, c'est-à-dire de pacification, sont toujours importantes, mais ces unités, ces escadrilles vont avoir une nouvelle mission, qui est une mission d'ordre politique et économique, c'est-à-dire qu'elles vont appuyer les gouverneurs, elles vont être à leur service pour des missions d'intérêt dit économique, celles que j'ai évoquées, et politique. Politique, eh bien, pour tout simplement montrer la puissance de la France à l'étranger, la montrer par rapport à nos alliés britanniques, puis plus tard aux Italiens. Et en même temps, dans ces missions d'ordre politique, eh bien, ces aviateurs transporteront des personnes importantes, transporteront des officiels, et puis donc ils afficheront la modernité de la France, puisque la France a, pendant la Première Guerre mondiale, été un des États qui a construit le plus de moteurs d'avion. Ces motoristes étaient les meilleurs, pratiquement les meilleurs du monde. Elle a construit des appareils en grand nombre, elle les a fournis aux Américains, entre autres. Et donc la France s'affiche comme une grande puissance aéronautique. Alors ce texte, et je vous ai mis une autre instruction qui donc applique et insiste absolument sur cette mission de coopération. Et je vais dire que cette mission a été très bien acceptée par les aviateurs, par les commandants d'unités, parce qu'ils considéraient que ces missions leur ont permis d'expérimenter du matériel, de piloter dans des zones avec un climat qui n'était pas du tout celui, vous vous en doutez, de la métropole, donc qui a nécessité des mises au point de matériel, que ce soit sur le plan des moteurs, que ce soit sur le plan des avions eux-mêmes, des cellules, de nouvelles techniques de pilotage, donc des progrès immenses en termes d'aviation, en termes de pilotage, sur lequel donc les aviateurs ont accepté de travailler très facilement. Alors, juste un petit rappel, je ne vais pas insister, mais vous dire qu'il faut se souvenir que jusqu'en 1933, les aviateurs sont des terriens. C'est-à-dire qu'en 1922, les aviateurs deviennent une arme, c'est une 5e arme, au même titre que le génie, l'artillerie. Et donc, on a réorganisé cette aviation, on est passé de l'aviation de guerre à une aviation de paix. On a perdu énormément de personnel, bien entendu, mais on va récupérer beaucoup d'appareils, en particulier les appareils les plus modernes, métalliques, les Brigade 14, qui sont les avions de la victoire. On va les récupérer et les envoyer en Afrique du Nord en masse. Et on va rassembler cette aviation d'Afrique du Nord en 2 grands groupes. Le 36e régiment d'aviation d'observation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'aviation adversaire. Donc, on va récupérer des avions de reconnaissance, les Breguet A2, qui faisaient de la reconnaissance à vue, de la reconnaissance photo, et des B2, qui sont des avions de bombardement. C'est le même type d'avion, mais qui pourra assurer, si nécessaire, des missions équivalentes. Et vous voyez un détail particulier, que le 36e régiment d'observation est organisé en 4 groupes, Alger, Oran, Constantine, et que le 4e groupe est à Tunis. Donc l'aviation d'Algérie, en fait, Algérie-Tunisie était reliée, c'était considéré comme un même ensemble. Deuxième aviation, c'est le 37e régiment d'aviation d'observation de Rabat. Celui-ci est un petit peu à part. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette aviation des colonies, en tout cas pour les 36e régiments d'aviation d'observation et le 37e, sont en fait classés régiments dits métropolitains. Ils sont rattachés à Lyon. Donc, un certain nombre d'équipages viennent donc tout simplement, même en détachement de la métropole. Ils peuvent y rester 2 ans, mais parfois 3, 4 mois. Et pour ce qui est du régiment, donc, du 37e régiment, lui, il est qualifié de régiment TOE, théâtre d'opération. Donc pourquoi ? Parce que le Maroc, comme plus tard le Levant, se trouve confronté, je l'ai évoqué, à des
trouble. Et donc, pour le Maroc, ce sera la guerre du Rif. Donc, c'est la raison pour laquelle la qualification de 36e RAOTOE, c'est-à-dire Théâtre d'opération extérieure, va demeurer jusqu'en 1933. Ensuite, il y a une nouvelle réorganisation en Algérie, et là, on va requalifier ça de manière plus simple. Les appellations disparaissent, sont rassemblées sous le terme générique aviation d'Afrique, avec 4 groupes d'aviation dits d'Afrique. Alors, 1933 et 1934, eh bien, l'armée de l'air prend le relais, elle obtient son indépendance et elle va faire monter en puissance ces escadrilles, ces unités dans toute la zone d'Afrique du Nord. Et je vous ai montré en 1938, donc à la fois les grandes bases, on les voit, ils sont relativement petits, mais les insignes de toutes ces unités. Et là encore, lorsque l'armée de l'air organise son territoire en régions aériennes, il y a 4 régions métropolitaines et une 5e région qui est considérée comme une aviation métropolitaine, qui est la 5e ERA d'Alger, que le titre restera d'ailleurs jusqu'au départ des Français, ça sera toujours d'Algérie, la 5e ERA. Et là encore, on retrouve le même découpage avec l'aviation de Tunisie, qui est considérée comme une 4e escadre d'aviation d'Afrique. Alors, autre élément sur lequel je vous montre un petit peu, bon, c'est peut-être un petit peu petit parce que j'ai scanné les tableaux de l'excellente thèse de Jean-Baptiste Manchon qui est consacrée à l'aéronautique militaire française outre-mer, avec des pages très intéressantes et très longues, donc consacrées bien entendu aux zones qui nous intéressent. Premier élément que je voulais vous montrer, c'est à la fois les effectifs jusqu'en 1929, que ce soit en Algérie, Tunisie et puis au Maroc. Vous voyez que nous oscillons, ce sont des chiffres qui sont entre 1300 et 1500 personnes, 1700 pour le Maroc, parce que là, on va faire venir même des escadrilles de métropole pour renforcer les troupes, mais que c'est en fait un nombre relativement faible, 1500 personnes, en comptant le personnel dit indigène, c'est-à-dire tous ces personnels qui font toutes les tâches au sol, qui font vivre à la fois une base, depuis tous les petits métiers jusqu'aux plus importants. Détail qui est caractéristique, vous voyez que le personnel navigant, qui est en général du personnel officier, il y a encore des sous-officiers dans l'entre-deux-guerres navigants, ça disparaîtra après la Seconde Guerre mondiale, à partir du moment où l'école de guerre est créée juste avant la Seconde Guerre mondiale, ne peuvent entrer et ne sortent de l'école de l'air que des officiers, comme à Saint-Cyr. Donc, vous voyez que le nombre de pilotes étant fait de personnel navigant est relativement un peu important. On a moins d'une centaine de pilotes. Les autres sont des observateurs. Il y a des sous-officiers qui pilotent, mais ils sont quand même relativement peu nombreux. Et puis, je voulais m'attacher aussi au personnel indigène. Il y a un élément important qu'il faut rappeler, c'est que, eh bien, il n'y a pratiquement pas eu du tout, même pas du tout, très peu. Là, c'était plutôt des Indo-Chinois, des personnels indigènes issus d'Afrique du Nord qui ont piloté. Le général Lapérine a œuvré pour ça, mais il n'a pas été écouté et il voulait d'ailleurs absolument former comme observateurs des Touaregs, des guides sahariens, parce qu'il considérait qu'ils étaient les mieux adaptés à ce type d'activité. La question a été soulevée longtemps, jusqu'en 1924 en Algérie. Il avait même l'accord du général qui commandait le 19e corps, mais l'intervention due à la guerre du Maroc a fait bloquer toute cette évolution, parce qu'on est parti du fait que eh bien, ces observateurs issus des populations dites indigènes pourraient trahir ou ne pas donner de bonnes analyses, et donc ceci a été abandonné. Mais en revanche, il y a une personnalité qui a été le seul observateur qui est devenu ensuite photographe, qui était donc d'origine, qui était un Kabyle, le capitaine Mamfouf, qui a été soutenu à la fois par le colonel Vuillemin, le colonel Weiss, puis
colonel Armango, qui tous trois deviendront généraux, dont Vuillemin, chef d'état-major de l'armée de l'air, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et ce capitaine Mafouf a été soutenu dans sa démarche, mais pour avoir le droit d'être observateur, il a dû quitter donc le code indigène, devenir citoyen français, et c'est la raison pour laquelle donc il s'est imposé comme une personnalité extrêmement reconnue. Il a d'ailleurs fait laissé une collection de photographies de très grande qualité. Et en 1935, il a même été envoyé à Versailles. Il a été formé commandant de bord. Et il a été un des premiers commandants de bord, après, sur des compagnies donc civiles. Il est le seul cas que j'ai pu donc trouver de cet exemple. Et je pense que là, sans doute, peut-être a-t-on perdu une chance extraordinaire. Mais malheureusement, le général Lapéry ayant disparu très rapidement, oui, avec son avion, malheureusement, mais je vais vous en parler, donc ce grand effort a échoué. Alors, premier point, relier l'Empire. Bien entendu, donc j'ai évoqué ces missions qui vont être confiées. Eh bien, ces missions, très rapidement, on va les confier à un appareil qui va devenir l'appareil typique donc des missions dites impériales, c'est-à-dire le fameux Potez 25 TE. Je vous le montre ici parce que pour reconnaître cet avion ou tous ces avions dans ces zones, en particulier lorsqu'il va falloir donc traverser les zones sahariennes, et bien pour repérer un avion lorsqu'il se pose dans une zone désertique, on fait peindre des bandes blanches donc sur le plan supérieur de l'aile afin de le repérer. Et dans un autre sens, c'est pas du tout la même chose, mais au moment de la Seconde Guerre mondiale, les avions alliés avaient des ailes, enfin des mêmes bandes blanches, mais peintes sous l'aile dessous pour que les troupes alliés ne tirent pas sur leur propre appareil. Donc vous voyez que ces signes de reconnaissance sont toujours utiles, quelle que soit la position où nous nous trouvons. Alors, ces premières missions, qui sont des missions donc, que j'ai évoquées pour relier, eh bien, vont être confiées très rapidement. Et la première mission qui est confiée, tout simplement, ce sera celle de porter des courriers. Parce que, eh bien, on va se dire que pour relier les petits bords, pour relier les postes isolés, eh bien, l'avion est d'une utilité extraordinaire. Et jusqu'en 1935, à peu près, les aviateurs vont assurer de manière irrégulière, épisodique, ces missions de courrier. Et ces missions, ils vont les faire dans le sens nord-sud, bien évidemment, lorsque le tracé va avancer vers les zones désertiques, mais ils vont aussi faire la transversale ouest-est pour relier Maroc, Algérie, Tunisie en continu, ceci pour aller plus rapidement, car je vais l'évoquer un petit peu plus tard, en fait la liaison à la fois par TSF et téléphonique a été beaucoup plus lente qu'on ne pouvait l'espérer, et donc les aviateurs vont pallier ces difficultés et accélérer, donc relier les hommes et relier l'Empire. Deuxième chose aussi, donc là, on va confier à ces aviateurs, donc voici un de ces nombreux petits postes. Alors, ces aviateurs ont aussi pour donc mission de photographier. Et ces photographies, elles sont bien entendu des photographies, comme vous voyez ici, de type officiel, lorsqu'on a une revue des troupes à Colombéchard. Elles vont permettre aussi, et ça c'est très important, de cartographier toute cette Afrique du Nord. Autant l'Algérie avait été cartographiée, je dirais, à pied par les troupes depuis 1830, autant la Tunisie, le Maroc ne présentent pas ces mêmes caractéristiques. Or, la France, pendant la Première Guerre mondiale dès 1915, s'est imposée comme l'État, le pays, le belligérant, qui le premier a confié à toutes ces unités dites de reconnaissance la mission de photographier et de cartographier le front. Pourquoi ? Parce que même au moment de la Première Guerre mondiale, les cartes qu'on avait utilisées étaient trop âgées, elles avaient plus de 50 ans, et les aviateurs avaient pour seconde mission de régler le tir des artilleurs.
Or, les cartes étaient inexactes, les artilleurs ne pouvaient pas régler leur tir, donc les aviateurs ont eu pour mission de photographier. Et donc ce sont les Français qui vont mettre au point des techniques de photographie dite verticale à haute et moyenne altitude, depuis 3 points différents. À la même altitude, on photographie des zones, puis ensuite on fait des photographies dites obliques, à plus basse altitude, qui permettent de repérer les courbes de niveau. On prend des points géodésiques et ensuite, par un procédé stéréoscopique, on va reconstituer les courbes de niveau. Les photos sont assemblées, on prend des calques et puis on dessine. Et cette cartographie complète du Maroc et de la Tunisie va prendre à peu près une bonne quinzaine d'années, mais elle va permettre d'avoir des cartes précises. Et ces cartes précises, elles sont utiles et nécessaires parce que le grand projet, qui est le projet de mettre en place une ligne de chemin de fer du transsaharien, cette ligne pour laquelle les aviateurs vont travailler, de même que les troupes terrestres avec des reconnaissances au sol, est un objectif qui va durer pendant plus d'une quinzaine d'années. D'où ce rôle des aviateurs, qui est un rôle essentiel pour pouvoir travailler, assembler et découvrir ces terres et ces zones. Alors, deuxième point qui revient à ce que j'évoque, eh bien, pour travailler, les aviateurs vont se plaindre que, et bien entendu, l'appareil dont ils disposent, le briquet 14, n'est pas du tout adapté aux zones. Cet appareil, eh bien, il doit affronter des vents de sable si on s'aventure vers le désert. Donc, le sable s'infiltre partout, abîme les moteurs. Le radiateur avec l'eau, eh bien, l'eau s'évapore avec la chaleur. Donc, les aviateurs s'étaient débrouillés. Les Français ont toujours la grande habitude du système D. Et là, ils ont été vraiment champions sur les Breguet 14 parce que tout se décollait. Donc, ils avaient pris l'habitude de cannibaliser, c'est-à-dire de prendre des pièces sur des appareils abîmés et puis d'en remonter d'autres. Mais à force de plaintes, de demandes des commandants et puis de soutien du maréchal Lyautey, eh bien, la maison Potez transforme un appareil, le Potez 25, en Potez COE, c'est-à-dire complètement adapté pour la zone. Alors, cet appareil est de même taille qu'un Breguet 14, à 9 mètres de long, il embarque 2 personnes. C'est un appareil qui, bien entendu, est ouvert, donc quand vous allez dans des zones bien où il fait chaud, vous prenez vraiment la chaleur. Puis quand vous montez jusqu'à 4000, 5000 mètres, eh bien, la température descend largement au-dessous de zéro, donc eh bien, des conditions difficiles pour les aviateurs. Donc on va l'adapter, cet appareil, en mettant un deuxième radiateur, donc ce qui permet bien d'affronter les coups de chaud. On va renforcer ses ailes, on va lui mettre une hélice avec des pales métalliques et un moteur cadencé qui évite donc de caler en cas de vent violent ou de sable. Et puis surtout, on va lui donner, lorsqu'il se lance vers les zones sahariennes, un équipement particulier qu'on appelle l'équipement BINMA. Et ben, pourquoi ? Parce que si un avion tombe en panne, eh bien, lorsqu'on est à 1000 km, c'est pas toujours facile d'envoyer quelqu'un vous porter à réparer. Donc, il faut que l'observateur, qui est en même temps mécanicien, comme le pilote, qui doit savoir réparer son moteur. On a l'exemple de Saint-Exupéry où tous les pilotes de l'époque, c'est des gens qui mettent les mains dans le cambouis. C'est pas comme maintenant qu'on met l'ordinateur pour vérifier ce qui se passe dans le moteur ou dans l'appareil. Et donc, eh bien, c'était pareil, je vous l'ai marqué, donc est équipé de ce qu'il faut. Un réservoir d'eau potable, une deuxième roue qui est accrochée au lance-bombe, là qu'on ne voit pas, et je vous indiquais tous les éléments, le matériel de dépannage, des cales de blocage, parce que s'il y a du vent, il ne faut pas que l'avion soit retourné. Et donc... bien entendu, sont dans un état encore plus dramatique, et tout ce qu'il faut. Donc, voici l'appareil qui va être l'appareil qui va servir donc à explorer toutes ces zones. Et puis, on va bien entendu mettre des infrastructures. Alors, on va construire des bases et des principales avec des terrains en dur, des hangars métalliques,
hein. Et puis des baraquements en bois qui sont inspirés ou en dur de ceux de la Première Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle des barricadrians. Et donc ces terrains de basse et grandes infrastructures se multiplient dans les grandes villes. Mais on va aussi mettre en place des terrains secondaires près de localités où on va trouver une infrastructure plus minimale, mais où il y aura donc toujours des hangars, il y aura aussi le matériel de base pour réparer un avion, il y aura de l'essence, et puis il y aura aussi, très important pour les aviateurs, eh bien, une station météo. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, depuis la Première Guerre mondiale, on s'est rendu compte que, tout le monde le sait, un avion, ça ne décolle pas par n'importe quelle condition. Ces avions sont quand même encore fragiles. Le potèse est moitié blanc, moitié métallique, moitié bois. Donc ça travaille en fonction des conditions. Et puis on ne peut pas envoyer des avions ou par brouillard ou par neige en haute altitude lorsqu'on va dans des zones élevées, affronter des conditions difficiles. Pas plus qu'on ne les envoie par grosses tempêtes de sable. Et donc c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit, on va appuyer au maximum le système de TSF, car depuis la fin de la guerre, les avions sont équipés d'appareils qui émettent et reçoivent. Mais ces radios sont quand même lourdes. Or, les équipages doivent emporter, je vous l'ai dit, une quantité énorme de matériel pour se sauver en cas de difficulté. Donc, on ne peut pas leur mettre des radios qui émettent suffisamment loin. Puis, il n'y a pas de pilote non plus pour recevoir. C'est la raison pour laquelle les petits terrains secondaires vont être installés près des postes, près des bords, pour qu'ils puissent y avoir le plus possible une station qui reçoive ou émette en cas de difficulté que rencontrent les pilotes. Et puis, on va aussi mettre des petits terrains, je crois que je les ai mis après, je vais revenir, des terrains. Donc voilà ces terrains secondaires dont je vous parle. Donc là, on ne va pas mettre d'alvéoles pour protéger les avions, puisque dans le désert, le climat sec, il n'y a pas de souci contre l'humidité. En revanche, vous voyez on construit des murets. Donc là, les avions viennent de se poser, mais on les engage beaucoup plus en cas de tempête pour qu'ils soient protégés au maximum, ce qui permet après, bien entendu, de les dégager beaucoup plus rapidement. Et puis, il y a une petite pièce centrale que vous apercevez dans laquelle on stocke tout le matériel nécessaire, essentiellement l'essence, l'huile et tout ce dont a besoin un avion. Et puis, pour défricher ces grandes lignes, on va se rendre compte très vite que d'abord, les avions doivent évoluer en binôme. Pourquoi ? Parce que la mort du général Laparine est un exemple que deux avions ne doivent jamais se séparer. Et que d'autre part, pour évoluer et avancer, dans ces zones où les dunes évoluent tout le temps, on perd ces points de reconnaissance. Donc, il faut baliser. Et que le balisage doit suivre absolument une piste routière qui puisse être empruntée par des camions. Pourquoi ? Parce que ces balisages, le long de ces balisages et de ces zones, on pourra venir porter secours à un appareil, à des pilotes, s'ils ont eu un accident ou des soucis. Donc, c'est un travail en parallèle qui se fait entre les unités au sol, qui soit sont des unités directement d'infanterie, ou les escadrilles d'aviateurs qui ont elles-mêmes leur train mobile, qui donc balisent. Et une des personnalités qui a le plus travaillé à ce balisage, c'est le lieutenant Georges Étienne, le fils du général Étienne, qui a eu qui a fait le premier grand balisage jusque vers la zone de Gao, et qui, pour les voitures, avait trouvé comme première idée d'enfoncer des bouteilles. Il a enfoncé des milliers de bouteilles, la tête en bas et peinte en blanc. Mais autant c'est repérable pour des voitures, autant c'est difficile pour un avion. Donc, dans un premier temps, l'idée va être de mettre, vous le voyez en bas, des petits jerrycans, des bidons d'essence de 50 litres qu'on met en blanc, qu'on peint en blanc, c'est pas des jerrycans, des bidons. Mais là encore, pour un pilote, c'est pas toujours reconnaissable. Donc, c'est la raison pour laquelle, à partir de 1930, le commandant Gama a l'idée de construire les premières balises que vous voyez qui sont des balises à claire-voie. Ce sont des sortes de maisonnettes
de 8 mètres de long, à peu près entre 2 et 3 mètres de haut, avec un pan à 30 ou 40 degrés. Pourquoi? Parce que quand il y a des tempêtes de sable, eh ben, le sable va glisser, il ne va pas rester stocké. Et puis, c'était des maisonnettes qui étaient donc avec des bandes blanches et des bandes rouges. Puis ensuite, on va évoluer, c'est le commandant Schneider, lieutenant Schneider, puis capitaine, qui va évoluer vers un autre type de maisonnette, qu'on appelle d'ailleurs les balises Schneider, que vous voyez en bas, qui sont des maisonnettes totales, toujours peintes en blanc, en tôle, qui sont qu'on appelle type 29, 33, 34, 35. Tout simplement, les numéros correspondent aux années où elles ont été posées, années 29, 33, 34. Les dernières 35 qui ont la différence d'être plates au sommet. Et ce commandant Schneider s'était rendu compte aussi que la position des balises, il fallait faire attention, très attention, c'est pour ça qu'il les fait plates, en raison, là encore, de la position du soleil et du pilote lorsqu'il se déplace dans la journée. Donc on va les positionner de manière à ce que, quelle que soit l'heure de la journée, le pilote puisse les repérer. Et donc de cette manière, eh bien, tout le Sahara, toute l'Afrique du Nord se dote de base, se dote d'équipements, d'une infrastructure de grande qualité. Alors, bien entendu, de l'essence, point de ravitaillement d'essence que je vous ai mis. Alors celui que vous voyez juste derrière moi, en fait, est le point de balisage, une des grandes stations la plus connue, qui est la fameuse station dite Bidon 5. Pourquoi ce nom? Parce que c'était celle où on avait posé les 5e bidons sur la piste. Et c'est une station qui doit son nom, donc, je l'ai dit au lieutenant Estienne. Et cette station va devenir, en 1930, donc on y installe l'essence, 1935, un grand phare de 32 mètres de haut, qu'on appelle le phare Villemain, tout simplement du nom du général Villemain, et sur lequel on a même installé 2 caisses de cars Renault qui servaient d'hôtel. Et donc, les gens qui suivaient à la fois qui empruntaient à la fois par la ligne, après la ligne civile, donc la transsaharienne, la ligne de car qui traversait la zone, pouvaient s'arrêter donc à Bidon 5. Alors, ces défricheurs du ciel, eh bien, je commence bien évidemment par la mission qui est la plus connue et qui reste, qui a laissé en mémoire, si vous voulez, une vision extrêmement dramatique, qui est la disparition de la mission La Périne. Cette mission avait été donc préparée extrêmement bien à l'avance, avec reconnaissance d'un itinéraire, près d'un an à l'avance, tout avait été balisé, et le général La Périne, qui était revenu depuis 1917 et qui était passionné par l'aviation, a absolument voulu participer à cette mission. Cette mission devait être constituée d'avions qui venaient donc d'Alger, et puis d'une équipe qui venait de France, constituée du lieutenant Villemain, donc du commandant Villemain, qui avait commandé donc l'escadrille de bombardement C-11 dans la Grande Guerre, qui était un excellent pilote de bombardement, et d'un de ses coéquipiers, qui était le lieutenant Dagneau. Cette mission connaît beaucoup de difficultés dès le départ. Un certain nombre d'appareils tombent en panne. En fait, sur les 8, on se retrouve plus que 2 pour achever la mission, à laquelle d'ailleurs le général La Périne ne devait pas participer au départ, sur laquelle il choisit d'embarquer, avec 2 types d'appareils. Le général La Périne monte sur un Breguet 14, donc de type normal, qui a une autonomie de 4 heures, qui vole jusqu'à 130 km/h, alors que Villemain a pris un autre Breguet, un Breguet type 16, avec une allonge de plus de 12 heures, donc des réservoirs d'essence beaucoup plus importants, mais qui volent beaucoup plus lentement. Donc, décision avait été prise que donc La Périne, bien entendu, et son pilote, parce qu'en fait, La Périne, c'est un appareil pour 2 personnes. La Périne monte et il est assis sur les genoux de l'observateur. Donc, il n'est pas attaché. Ça, c'est très important. Et donc, eh bien, La Périne va suivre le commandant Villemain, qui, lui, va s'écarter de la route parce qu'il a une boussole. Il perd de vue, à un moment donné, le général La Périne et son pilote perdent de vue Villemain. À court d'essence, il se pose, et au moment où l'appareil se pose, il capote. Et
le général Lapérine, puisqu'il n'était pas attaché et blessé, il a les côtes fracassées, et malheureusement, on ne les retrouve pas immédiatement. Donc le général Lapérine va mourir au bout de 5 jours, hein, et on ne retrouve le reste de l'équipage que 15 jours plus tard, dans des conditions, après des conditions terribles, où ils ont bu l'eau des radiateurs, l'eau de leur boussole, enfin bon. Et donc, un monument, je vous l'ai montré, est dédié au général Lapérine, qui est enterré auprès de son ami, hein, le père de Foucault, et puis son corps sera rapatrié plus tard. Donc voici le Breguet, hein, de Lapérine. Oui, c'est ce que je fais. Et puis là, les 3 axes de pénétration, enfin les 4 grands axes de pénétration, hein, que je vous ai indiqués, voilà, qui permettent, où on part depuis Colombéchard, La Goîte et Fort-l'Allemand, et puis donc qui permettent donc de baliser les zones que j'ai évoquées. Et puis donc, je n'évoquerai pas tous ces raids, mais je termine par le plus important, le dernier, qui est le grand raid. En fait, tout a été achevé. La transversale est achevée ouest-est en 1935, mais qui est le grand raid de la croisière noire du général Villemain, où 28 hypothèses TOE donc partent de la métropole. Ils s'entraînent pendant 2 mois, et c'est vraiment un vol de démonstration de grandeur de l'armée de l'air qui affiche sa toute-puissance. 1935, en revanche, on passe à une autre époque, parce que l'armée de l'air se détourne en raison de la montée du nazisme vers d'autres préoccupations, hein, et donc le relais est passé à l'aviation civile. Alors, j'évoque très vite, plusieurs grandes compagnies vont tenter l'expérience. Le seul qui va être le plus soutenu et qui va laisser dans la mémoire populaire une image extraordinaire, eh bien, c'est la ligne, donc les lignes de la TECOR, dont Didier Dora était le patron, vous le savez tous, et dont 2 grands anciens pilotes de ce qui n'était pas encore l'armée de l'air se sont illustrés, Mermoz et Saint-Exupéry. Et je vous ai mis une photo donc du fameux Cap Juby où Saint-Exupéry est chef d'aéroplace en 1926. Alors ces bâtiments à lui sont tout au fond, et vous voyez là encore un phare qui permet de repérer. Et puis autre personnalité que je vais évoquer, alors là vous voyez donc le plus à droite avec sa canne, c'est le commandant Dagneau. Dagneau qui est à l'origine, lui, de la compagnie d'Air Afrique, hein, car son rêve, il a fait de nombreux raids avec Villemain. Le général Villemain a accompli plus de 7 raids en Afrique, dont 5 en Afrique du Nord, enfin 5 raids au total, 7 au total, dont un jusqu'au Caire. Et Dagneau, quand même, il faut le savoir, c'est un pilote. Il a été blessé dans la Grande Guerre, amputé, et il a continué à piloter. C'était quelqu'un d'un courage extraordinaire. Et il meurt d'ailleurs, fait partie des premiers qui disparaissent en 1940. C'est-à-dire qu'il repart au combat, il a 50 ans. Hein. Et donc, ce sont ces personnalités hors du commun. Alors là, ils sont pris de l'un de leurs avions lors d'un raid. Le Jean Casal, qui connaît un accident d'ailleurs, très grave. Ils sont blessés, Villemain est blessé. Et donc, c'est le relais maintenant, compagnie commerciale. Donc, dans ces compagnies, 5 compagnies résistent. Et finalement, bon an, mal an. Et en 1933, eh bien, le ministre de l'Air demande qu'elle fusionne, et ces compagnies sont à l'origine d'Air France, tout simplement. Et puis je passe à une chose toute simple qui est les aéroclubs. En Afrique du Nord, eh bien, la passion dès 1930 avec les fêtes du centenaire pour l'aviation revient, largement soutenue par Villemain et ensuite par le ministre de l'Air Pierre Cotte, qui autorise les pilotes de l'armée de l'air à former gratuitement les moniteurs des aéroclubs et les pilotes d'aéroclubs. Et donc, eh bien, va venir la mode du tourisme. Et donc, je vous ai mis une carte avec les terrains d'atterrissage. Bon, il y en avait plein d'autres. Et cette grande mode du tourisme qui va faire qu'on va organiser des rallyes dans le Haut-Gard, que les 2 grandes figures pour l'armée de l'air de femmes pilotes, Maryse Ilse et Maryse Bastier, se posent dans ces zones. Donc, en fait, l'Algérie va se couvrir de 90 aérodromes civils pour le tourisme, 32 aéroclubs, et va vraiment être une terre d'aviation, comme je vous l'ai indiqué.
Et puis j'achève avec une carte là de tous les terrains militaires d'Afrique du Nord. Cette carte, vous le voyez, vous montre un maillage extrêmement serré, important. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est en allemand? Eh bien, parce que tout simplement, cette carte nous vient des fonds allemands. Je rappelle que Villemin, qui est un passionné d'aviation, fait passer 2 jours avant l'armistice signé, donc, les meilleurs appareils en Afrique du Nord, les appareils les plus récents, les chasseurs qu'on avait jetés aux Américains, et ils vont être stationnés en Afrique du Nord parce qu'ils pensaient que de là les combats pouvaient continuer et que là, eh bien, on a les mécaniciens, on a toute l'armature que le général de Gaulle va récupérer lorsqu'il va s'installer à Alger. Voilà, je vous remercie.